Alors la Déclaration universelle de 1948 s'inscrit dans un moment historique tout à fait particulier. C'est celui de l'après-Seconde Guerre mondiale, ou pour mieux dire, c'est l'après-guerre de 30 ans, car il a souvent été observé que de 1914 à 1945, le monde avait vécu en réalité une grande guerre qui a donné lieu à des massacres déments d'une ampleur sans équivalent historique, et surtout qui a procédé d'idéologies nationalistes, racistes, qui se réclamaient de la science et de l'espoir, de la promesse de gouverner les sociétés selon les lois de la science. Et on peut dire que, à l'issue de ces massacres, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est opéré ce qu'on pourrait appeler un sursaut dogmatique, c'est-à-dire la prise de conscience que les sociétés ne sont pas à gérer comme du bétail sur un savoir biologique, mais sur des principes délibérés en commun et qui ont vocation de s'imposer à tous. C'est en ce sens qu'on peut parler d'un sursaut, de réaffirmation de valeurs communes qui seraient de nature à souder l'humanité et à éviter la répétition des guerres. Donc c'est un moment important. Je ne pense pas qu'on puisse interpréter la déclaration de 1948 indépendamment de l'ensemble de ce mouvement qui commence avec la déclaration de Philadelphie de 1944, l'adoption de la Charte des Nations Unies et la création d'un nouveau système d'organisation internationale. En 1919, on avait créé une seule organisation spécialisée qui était l'Organisation internationale du travail. À la fin de la guerre, on va en créer d'autres comme l'Organisation mondiale de la santé, on va voir l'UNESCO, la FAO. Donc le monde se dote d'institutions multilatérales qui sont destinées à veiller à la mise en œuvre des droits qui sont ainsi affirmés en 1948. Alors cette déclaration ne vient pas de nulle part, et elle procède notamment de l'expérience du New Deal. Il y a une influence américaine assez forte sur sa conception. Notamment quelques mois avant sa mort, Roosevelt, en janvier 1944, fait un discours qui s'intitule, où il réclame l'adoption de ce qu'il appelle un Second Bill of Rights, une deuxième déclaration des droits, où il énumère ce qui va ensuite être appelé les droits économiques et sociaux. Et en effet, l'élément nouveau de cette déclaration par rapport aux grandes déclarations de la fin du XVIIIe, comme la déclaration de Dominici Citoyen en France, c'est de faire place non seulement aux êtres humains comme pur esprit, mais aussi à leurs besoins physiques. D'où l'importance d'une notion clé qui est la notion de dignité qui va apparaître dans cette déclaration, c'est-à-dire on ne peut pas traiter le corps des êtres humains comme du bétail, pour reprendre cette image qui est tirée de l'expérience des années précédentes. D'où la reconnaissance de ces droits économiques et sociaux qui visent à ce que chacun ait une alimentation convenable, qu'il puisse gagner sa vie par un travail décent, et qui va former l'armature de ce qu'on a appelé quelquefois une nouvelle génération de droits. Alors, c'est un pur contresens historique d'attribuer cette déclaration à une sorte de compromis entre le communisme et le capitalisme. C'est d'ailleurs l'URSS reste en retraite, cette déclaration, dans un premier temps, et elle procède, comme je l'ai dit, plutôt de ce qu'a été aux États-Unis l'expérience du New Deal, mais en France, les réflexions qui sont nées autour du Conseil national de la résistance. Et il n'est pas inutile de rappeler que c'est dans des moments les pires, où il n'y avait pas beaucoup de raisons d'espérer dans la France occupée, qu'un certain nombre d'hommes et de femmes se réunissent pour penser comment allons-nous faire à l'issue de la guerre, et qu'ils vont être capables d'émettre ces textes. Alors, pour terminer, quel est le destin de cette déclaration? On peut dire qu'elle est vraiment un patrimoine commun de l'humanité. Elle connaît un certain nombre de lacunes, en particulier on n'avait pas conscience dans l'après-guerre des limites des ressources de la planète, donc les questions d'environnement sont absentes. Une autre limite,
c'est de raisonner en termes de droit individuel, alors qu'il ne peut pas y avoir de droit individuel en l'absence de structure commune. Et la troisième, qui appelle à un avenir sur son interprétation, c'est que pour rester un patrimoine commun, elle doit s'ouvrir à une diversité d'interprétations et respecter la diversité des cultures.